Le Bangladesh, Bernard-Henri, c'était en 1971, une forme de galop d'essai. 20 ans plus tard, il y a évidemment un conflit dans lequel vous allez particulièrement vous illustrer. C'est celui de la guerre de Bosnie. On est en 92, dislocation de la Yougoslavie. Des combats ont lieu entre les Serbes et les Croates. C'est très violent. Sarajevo, vous partez là-bas en 92. Vous prenez fait et cause pour les Croates. Sarajevo, ça a été quoi pour vous Je prends fait et cause pour les Croates, mais je prends surtout fait et cause pour les Bosniaques, aussitôt après. Et la grande cause, pour moi, ce sont les Bosniaques, c'est-à-dire, d'abord, cette ville de Sarajevo, qui était devenue une espèce de souricière, de piège à ciel ouvert, sur lequel les artilleurs, sur les collines, faisaient des cartons. Voilà, là, on est probablement à Sarajevo, je crois. Oui, donc c'est plutôt les Bosniaques. Et pour moi, la guerre de Bosnie, je l'ai écrit ça, donc ça paraît pompeux, mais ça ne fait rien. Ce fut la guerre d'Espagne de notre génération. C'est-à-dire, la guerre d'Espagne, ça veut dire quoi? Ça veut dire le théâtre où se mettent en place et face les unes aux autres des forces qui vont se combattre pendant les 20 ans qui viennent. Voilà. Votre premier assistant sur le film Bosna, puisque vous en avez fait un film, Samir Lanzo, dont on verra un extrait tout à l'heure, le film Bosna, est un des résistants de la première heure contre les Serbes. Il nous a confié ça. Sans jamais toucher à une arme à feu, il a participé à sa façon dans les tranchées à la défense de la Bosnie. Il fut un soutien extraordinaire pour des gens ordinaires, des intellectuels et tous les habitants de la Bosnie. Il précise, sans jamais toucher à une arme à feu. Gilles Herzog confiait récemment sur Canal+, dans l'émission de Supplément, que vous aviez fourni, vous, des armes aux Bosniaques. Votre rôle y va jusqu'à là. Vous, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous achetez des armes et vous les donnez aux Bosniaques? Écoutez, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Vous avez un pays au cœur de l'Europe qui est l'objet de ce qu'on appelait à l'époque une purification ethnique, c'est-à-dire des massacres sur grande échelle et des camps de concentration. La communauté internationale reste l'arme au pied. Ni on ne défend les victimes, ni on ne leur donne les moyens de se défendre. Et il y a un moment où on a soit envie de hurler de rage, soit envie de faire quelque chose. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'avec quelques amis, j'ai fait tout ce qu'il était possible de faire pour aider ces femmes et ces hommes, c'est-à-dire les civils de Sarajevo. Bernard-Henri Lévy, fournir ces armes, c'est être dans l'illégalité, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est pas en débattre avec vous. C'est, à un moment donné, loi ou pas loi, il y a ce que vous pensez être le bien, oui, bien sûr. Et vous y allez. Mais bien sûr. Bah, bien sûr, pas forcément, mais c'est de ça dont je voudrais que pour moi, en tout cas, c'est ça. Pour moi, en tout cas, il est bon de respecter la loi. Je suis absolument partisan de respecter les lois de mon pays et des autres pays. Mais il y a des situations d'urgence extrême où il y a une loi supérieure à la loi. En l'occurrence, la loi, c'était la loi internationale qui interdisait de livrer des armes aux deux parties. C'est-à-dire aux Serbes qui en avaient des paquets et aux Bosniaques qui n'en avaient pas du tout. Ça, c'était la loi internationale. Donc, je pensais que face à cela, il y avait une loi supérieure qui voulait que l'on rééquilibre les choses. Et je pense qu'il était juste d'essayer de livrer aux victimes des armes pour se défendre. Voilà, je pensais qu'il était juste de le faire. Il n'y a pas des moments où vous dites mais qu'est-ce que je suis en train de faire et si je me trompais? Ou alors vous avez tellement une certitude dans ce que vous êtes en train de faire que ça ne vous effleure même pas? Bien sûr que ça m'effleure à chaque instant. Bien sûr que en Libye, par exemple, lorsque je suis enfermé dans Misrata, bombardé par les kadhafistes, sous blocus, je me demande d'abord qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère, il y a toujours ce moment-là. Et puis deux, oui, une part de moi s'interroge, est anxieuse de savoir si je fais le bien ou non. Je corrige le tir intérieurement. Je ne suis pas un somnambule robotisé, persuadé qu'il va droit dans le vrai comme on va droit dans le mur. Non, je suis bien sûr dans l'anxiété. Vous êtes dans l'anxiété? Oui, évidemment. En Bosnie, en tout cas, vous en faites un film, Bosna. On en regarde quelques images? Oui. C'est lui, là, le camion bleu, qui s'engage dans l'avenue. La mitrailleuse sur la colline l'avait dans sa ligne de mire.
Le chauffeur n'est pas mort, il est blessé, à la jambe semble-t-il, il n'est pas encore mort. Le sniper est un chasseur, il tient sa proie, il la serre. Tiens, aurait-il lâché prise? Non, il l'ajuste au contraire, il le touche une seconde fois. On a bien compris, hein, Bernard-Henri, ce qui vous anime en y allant, en essayant de peser sur le cours des choses. À l'époque, on se souvient de la rencontre que vous aviez organisée entre François Mitterrand et le président Izetbegovic. Le plaisir de la guerre, on en dit un mot, on connaît évidemment la phrase de Malraux, la guerre sans l'aimer. Est-ce qu'on peut se dire ici que malgré tout, éprouver les choses et les risques sur place, c'est quelque chose qui vous anime? Non, non, non. Non, non, c'est... Enfin, je n'y éprouve en tout cas aucun plaisir. Je trouve cette scène qu'on vient de voir le sommet de l'abomination. Chaque fois que je retournais à Sarajevo, j'ai dû y aller, je ne sais plus, 10, 12 fois. C'était chaque fois une épreuve, un cauchemar. Le retour en France était chaque fois une autre forme d'épreuve, donc il n'y a rien de... C'est pas totalement ce que vous avez écrit. Par exemple, dans Ennemi public, avec Michel Houellebecq, vous dites « J'aime sentir mon moteur vital tourner selon un autre régime, avec une autre relation à la mort, donc à la vie, à la peur, donc au sentiment d'exister, que dans les lieux bénis où séjournent les nantis, j'ai été heureux à Sarajevo. » Oui, c'est vrai aussi, mais ça c'est lié au fait que j'ai aimé Sarajevo. Sarajevo, j'y suis beaucoup allé et j'ai aimé la ville, j'ai aimé les gens et j'ai noué des vrais liens durables, d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, avec Sarajevo. Mais quant à la guerre, oui, c'est vrai aussi. Il y a à la fois cette espèce d'étrange émotion que l'on a à sentir le moteur vital qui marche autrement, c'est vrai. Mais en même temps, c'est abject, quoi. En même temps, mais il y a ça... Il y a les deux. Je me souviens d'une conversation avec Jean-Marie Colombani et Edoui Plenel, à l'époque où il dirigeait Le Monde, et où il me propose de faire une série de reportages pour Le Monde. Et où je leur avais dit, d'accord, mais à une condition, c'est d'aller couvrir des guerres que vous n'avez pas vraiment, que votre journal n'a pas vraiment couverte dans, mettons, les 10 dernières années. Et c'est vrai que cette idée d'aller couvrir des guerres dont on ne parlait pas, sur lesquelles pesait cette espèce de chape de silence et d'ignorance, ça me plaisait, oui. Alors, peut-être le goût de la performance, ça peut être aussi le goût de servir à quelque chose. L'un peut aller avec l'autre. Et l'un, en l'occurrence, allait sans doute avec l'autre. Et c'était d'essayer de mettre le projecteur sur une zone du monde que le monde ne voulait voir à aucun prix. On l'a bien compris, d'où vous venez ce besoin de peser sur le cours des choses. On a parlé aussi des doutes qui pouvaient être les vôtres. Regardez, quand on se moque de vous, ce que ça donne. Les Guignols l'ont fait, c'était après la Libye, après que vous ayez obtenu finalement qu'on dégomme Kadhafi, mais ce n'était pas encore le chaos actuel, ils étaient assez prémonitoires. Jamais la Libye ne se laissera dicter son... Envie d'instaurer la loi islamique dans votre pays? Ayez le réflexe BHL Sharia Express. Sur simple demande, BHL met en œuvre un réseau logistique ultra performant, capable d'intervenir dans n'importe quelle partie du globe pour renverser le pouvoir en place et le remplacer par un régime islamique. Avec BHL Sharia Express, la loi islamique est livrée chez vous en moins de 9 mois. Appelez BHL au 01 53 79 59 59, prix d'un appel local. BHL Sharia Express, parce qu'une envie de lapidation, ça n'attend pas. Même pas un sourire, Bernard-Henri? Oui, bien sûr. Bah, vous avez l'air de le contenir, c'est drôle. Non. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est drôle. Oui, je trouvais ça drôle, oui. Je vais vous dire, les Guignols me font de moins en moins rire. Et ça me fait moyennement rire. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le...
le fait de tant déplaire. Comment vous vivez avec ça? Il y a un petit côté, peut-être comme Nicolas Sarkozy, ça galvanise de déplaire et même vous vous nourrissez de ce que vous procurez chez les autres? Non, ni ça, ni le contraire. C'est quoi la question? Est-ce que ça me galvanise ou est-ce que ça me fait du mal? Franchement, je crois ni l'un ni l'autre. Voilà. Vous iriez jusqu'à dire que vous en foutez? J'irais jusqu'à dire, si on veut être très précis, que cela n'atteint pas le noyau dur de mon être, l'essentiel, la part par laquelle je suis vivant et par laquelle j'écris. Voilà, cette part-là est inentamée par ça, par cette espèce Qu'est-ce qui vous entame? Par exemple, on le sait, hein, vous l'avez déjà raconté, on l'a vu, vous souffrez d'eczéma, une maladie de peau qu'on associe au stress. Qu'est-ce qui génère ça? Mais attendez, les blessures intimes, les chagrins personnels, moi je suis immunisé, je crois, et ignifugé contre ceux dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire la critique excessive, la polémique, etc. En revanche, les passions ordinaires, les chagrins, la mort d'un proche, la souffrance, ça, je réagis comme tout un chacun. On peut être un écrivain, on peut être un intellectuel engagé, et on est un pauvre corps et une pauvre âme en proie à des passions contradictoires, et cela tourmente. Vous êtes un corps qui souffre, qui se desquame. Une pauvre bête, oui. Une pauvre bête. Pauvre bête, comme vous. On va s'intéresser à la pauvre bête tout à l'heure. On va terminer quand même sur la critique, avec forcément... il faut qu'on en parle, l'entartage, et votre surréaction à ça. Moi, il y a une chanson que j'adore, elle est de Renaud, elle s'appelle L'Entarté, elle parle de vous, évidemment c'est une caricature. Regardez les images et la chanson de Renaud. Victime d'attentats pâtissiers, qu'est-ce qui nous a fait marrer? Le philosophe des beaux quartiers, la chemise blanche en décolleté, la suffisance et son métier, mais putain ce qu'on a rigolé quand il a voulu se révolter avec ses petits poings crispés, l'entarté. 10 fois, 20 fois fut humilié par de la simple crème fouettée, espère s'en relever, j'ai peur que ce soit mal barré, l'entarteur nous a bien rangé de ce Jean-Paul Sartre dévalué qui vient nous pondre à la télé, ses vieux discours bien éculés, l'entarté. Les attaques verbales vous laissent de marbre, vous l'avez dit. Physiquement, non. Quand on vous cherche, on vous trouve. Une attaque au visage, frapper un visage, frapper le visage d'un homme, je pense que c'est un acte fascisant. Voilà. C'est pas drôle, c'est pas du post-situationnisme, c'est du parafascisme. On ne frappe pas impunément, même avec de la crème, on ne frappe pas impunément le visage d'une femme ou d'un homme. Relisez Lévinas. Je vais commencer par le lire avant de le relire. Eh ben, lisez-le, oui, enfin, ou que certains de ceux qui nous écoutent le relisent, parce que certains l'ont lu. Le visage, c'est la part sainte d'un humain. Donc j'aime pas ça, ça c'est vrai, et je cogne. Il n'y a pas que dans ces cas-là que je cogne, mais là je cogne dans en quel effet autre chaque cas, fois. Bernard Henry? Wow, ça ne m'est pas arrivé depuis un certain temps, mais ça a dû m'arriver dans le passé. Peu importe, enfin. Ben non, peu importe, ça m'intéresse, on essaie de vous comprendre ce soir, qui vous êtes, ce qui vous anime. Qu'est-ce qui vous intéresse? De savoir quoi? Quand est-ce qu'il m'est arrivé de me battre? Ouais. Il y a eu 2 cas. Quand j'étais enfant ou adolescent, je me battais contre les antisémites. Et ça, c'est ce qu'on m'avait appris, qu'il ne fallait pas argumenter, qu'il fallait frapper. Donc je frappais. Donc ça, c'est une circonstance. Et puis les autres types de circonstances, ça a été parfois, oui, quand on a manqué de respect en ma présence à quelqu'un qui avait moins que moi les moyens de se défendre. Voilà. Par exemple, une femme, par exemple ma femme, ça a dû m'arriver, de me battre pour elle, oui. On va parler de votre femme. Non, mais ça va, je vous ai tout dit, c'est bien. Tout à l'heure. C'est déjà bien assez.
Non, c'est pas assez, mais on va revenir à l'origine. La première fois qu'on vous a vu à la télé ou presque, en 77, pour le livre La barbarie à visage humain, chez Bernard Pivot. Il y a tout là-dedans. Bonsoir à tous. Il y aurait donc, entre guillemets, de nouveaux philosophes, une nouvelle philosophie. Est-ce l'effervescence parisienne de quelques esprits doués, ou bien un véritable mouvement philosophique structuré, profond, durable ? Est-ce un coup de poker, un coup de marketing intellectuel, ou bien une sorte de révolution culturelle spontanée ? Alors, je vous montre celui qui est le principal éditeur et animateur de la nouvelle philosophie, Bernard-Henri Lévy, qui est agrégé de philosophie, journaliste, éditeur. Vous dirigez 3 collections chez Grasset, dans lesquelles ont été publiés la plupart de ces textes de la nouvelle philosophie. Et vous publiez donc dans l'une de vos collections, toujours chez Grasset, votre premier livre, La barbarie à visage humain. Que précisément parce que je suis pessimiste, parce que je pense que le monde où nous vivons a toutes les chances de sombrer dans la barbarie, pour cette raison-là, la seule politique qui tienne aujourd'hui est une politique de résistance, et de résistance à cette barbarie. Ce soir-là, vous faites forte impression. Il paraît que Bernard Pivot, quand il rentre chez lui, sa fille lui dit « J'ai vu Rimbaud dans ton émission ». Ah bon? Bon, c'est gentil. En tout cas, c'est une émission qui a été importante dans ma vie, sûrement, oui. Et... Oui, sûrement, bien sûr. Mais important, pas pour moi. Il s'est passé ce soir-là quelque chose de très important, c'est-à-dire des idées qui peinaient à se faire entendre depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui d'un seul coup, par la grâce de cet homme, de Pivot, et de ce petit écran, sont entrés dans tous les foyers de France. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il s'est passé quelque chose d'inouï ce vendredi soir. Mais ça, oui, c'était une autre époque de la religion catholique. Ce qui est difficile, finalement, c'est de tout être en même temps beau, riche, glamour, télégénique, philosophe. Est-ce que finalement, c'est un de vos problèmes, d'une certaine manière ? Moi, mon problème, mon problème aujourd'hui, j'en ai qu'un. C'est quoi ? C'est le livre que je suis en train d'écrire. Voilà. C'est d'arriver au bout, c'est d'être, qu'il soit digne de ce que j'en attends, de ce que j'en espère, qu'il soit digne de ce qu'en attend de là-haut, ce qui me regarde encore. Voilà, c'est ça mon problème. D'ailleurs, quand on a demandé à votre éditeur, Olivier Nora, de nous parler, il nous dit il se met dans des états inimaginables en phase d'écriture. Nous avons tous peur à chaque fois pour sa santé. Ça se voit physiquement, il se déséquilibre, se transforme, ne dort plus et a recours à des substances qui le galvanisent. Oui, ça c'est vrai. Vous savez, la question d'Achille, est-ce qu'il vaut mieux une vie brève et glorieuse à une vie longue et médiocre, je n'en suis pas là. Mais est-ce que écrire un livre réussi veut qu'on mette un peu sa santé en péril? Moi, je réponds oui. Voilà. Recours à des substances qui le galvanisent, besoin d'excitants même pour écrire, il y a des moments où c'est... Besoin de tout. On a besoin non seulement de ne pas dormir, mais de rester lucide quand on ne dort pas. Voilà, la littérature... a tous les droits sur le corps. Le corps n'est pas important. Ce qu'il y a de plus important dans le corps, c'est le cerveau. Et ce qu'il y a de plus important dans le cerveau, c'est qu'il fonctionne. Donc il faut les stimuler de temps en temps, le cerveau. Il faut lui donner tous les moyens de fonctionner. C'est-à-dire, mais pas seulement des substances, faire du sport. Moi, je suis très sportif, par exemple. Et faire du sport m'aide à écrire, m'aide à délier mes pensées. Donc, tous les moyens sont bons. Voilà. Quand j'écris le livre sur Daniel Pearl, quand je remets mes pas dans les siens, quand je refais l'enquête qui n'a pas eu le temps de finir, quand je sais à la fin du livre que j'ai trouvé ce qu'il était en train de trouver, que j'ai trouvé la raison pour laquelle on l'a kidnappé et assassiné. Et quand j'ai le sentiment à la fois de l'écrire et de le vivre, les deux ensemble, ça, il y a un sentiment d'accomplissement. Et là, en effet, perdre 10 kilos, passer des jours d'insomnie, être immontrable tellement on est fatigué, je m'en fous, naturellement. On a demandé à quelqu'un que vous connaissez bien, Éric Dahan, qui a réalisé un documentaire sur vous en 2009, La déraison dans l'histoire, de venir un peu à ce stade de l'émission avoir un regard extérieur sur tout ce que vous venez de nous dire. Bonsoir Éric Dahan. Bonsoir. Votre, on peut dire ami Bernard-Henri Lévy, votre sujet du documentaire Bernard-Henri Lévy. C'est quelqu'un avec qui j'entretiens une relation très longue.
Je l'ai croisé brièvement en 80, à l'époque de l'idéologie française. Et je l'ai redécouvert au moment de la guerre en Bosnie, et notamment d'un livre très important qui s'appelait « Réflexions sur le mal, la guerre et la fin de l'histoire ». J'ai découvert quelqu'un de fragile, d'inquiet, d'assez émouvant. Et j'ai eu envie de le revoir. Et donc, quand il y a eu cette collection Empreintes, il faisait partie des personnes sur lesquelles j'avais envie de faire le film. Tout d'abord parce qu'il a une vie romanesque, il a une personnalité exceptionnelle avec justement ses ambivalences, ses complexités, son courage, etc. Donc c'est un personnage extrêmement fort et intéressant. Et puis aussi parce que il fait ce que je n'oserais jamais faire, évidemment. Voilà, c'est tout le contraire. Je suis dans le persévérer dans son être, le souci de soi, et lui, il est dans le souci de l'autre. Il est au sens où Lévinas l'entend. Il est l'otage de l'autre. L'autre passe avant lui. À votre avis, Éric, toutes ces critiques autour de Bernard-Henri Lévy, comment vous les expliquez ? C'est une question que je me suis posée d'emblée. Il vit et travaille en France, principalement. Et la France, l'acte fondateur de la République, c'est la décapitation, c'est une nation d'émeutiers, et qu'il y a en France une passion de l'égalitarisme qui fait que quelqu'un qui sort du lot, qui vit sa vie, qui trace sa voie, que ce soit un artiste, que ce soit un intellectuel, que ce soit un acteur, que ce soit qui que ce soit, il est fondamentalement détesté, aimé, en tout cas il suscite beaucoup de rejet. Et je crois que cette passion de l'égalitarisme, ça explique ça. D'accord. Et alors évidemment, il pourrait mener une vie très différente. Il pourrait mener une vie unique. Il a choisi d'être un personnage autant qu'une personne, d'avoir une vie flamboyante. Parfois, elle est un peu documentée. Il aurait pu éviter qu'elle soit documentée peut-être, mais est-ce qu'il faut s'empêcher de vivre ? Maintenant, oui, Bernard-Henri Lévy, il a le goût de l'exception. Il aime ce qui est exceptionnel. Il aime les grands destins. Il aime Laurence d'Arabie. Il aime André Malraux. Il aime les grands destins. Et il veut vivre une vie exceptionnelle et à plusieurs niveaux. Et ça, forcément, ça peut... Déjà, quand vous réussissez une chose, vous suscitez des jalousies. Quand vous faites plusieurs choses, évidemment, vous vous exposez à susciter encore plus de jalousie et de malveillance. Merci Éric, merci de ce décryptage. Bernard-Henri Lévy qui veut l'exceptionnel, le dépassement de soi. C'est bien vu ça. Il n'y a pas que ça dans ce que nous a dit Éric, mais il y a ça. Mais je le veux pour chacun. Je le veux pas que pour moi. Je crois que la maladie de l'époque, en effet, Éric Dahan a totalement raison, c'est la haine de la singularité, et que le mot d'ordre auquel nous devrions être tous attachés, c'est sauver les singuliers, sauver les singularités. Nous ne sommes pas voués tous à être des veaux dans un troupeau. À être et surtout pas vous. Mais non, mais surtout pas moi, et surtout pas vous, surtout pas ceux qui nous écoutent. On n'est pas des moutons de Panurge. Et tout ce qui, en chacun de ceux qui nous écoutent en ce moment, est tenté de sortir du rang, est béni, doit être béni, doit être encouragé. On dit un mot, Bernard-Henri, si vous voulez bien, du système BHL, votre réseau, vos entrées à l'Élysée. Ne me dites pas qu'il n'y en a pas. Votre pouvoir... Il y a un système anti-BHL, ça oui, sûrement. Non, mais non, là, on est dans la vérité ce soir. Oui, bah oui, moi, le système BHL, voilà, d'ailleurs, c'est ce que vous reprochez vos détracteurs, mais vous pouvez l'assumer, ce système BHL. C'est même peut-être une forme de fidélité. Par exemple, on prend un exemple très anecdotique, mais parlant. Yann Moix, un de vos proches. En 2009, il sort un film complètement raté, il le dit lui-même, une énorme catastrophe, Cinéman. Il le considère aujourd'hui comme complètement raté. Les critiques sont désastreuses. Vous écrivez dans Le Point, ce film fera date. Oui. C'est un spectacle le plus impressionnant qui nous soit donné de voir ces jours-ci. Oui. Oui, où est le système là ? Attendez, Yann Moix le raconte lui-même, le système. Bien plus tard, quand il fait son mea culpa en disant que son film est complètement raté, dans Technicart, il dit que Bernard-Henri Lévy me vienne en aide, c'est l'ultime catastrophe du film. Je lui demande de faire une bonne critique, c'est maladroit et personne n'est dupe. D'autant que j'avais écrit un borné article de son film Le jour et la nuit qui avait été massacré partout. D'abord, il se trompe sur son propre film. Attendez, mais ça arrive. Il y a des écrivains aveugles à eux-mêmes. Il y a des écrivains qui ne savent... Non, attendez.
Yann Moix n'est pas le mieux placé pour juger de son œuvre, ni moi pour savoir lequel de mes livres est le plus important. Donc là, il se trompe sur son film. Enfin, il n'est pas le seul à se tromper, puisque tous les autres critiques ont trouvé nul. Mais... Eh bien oui, d'accord. Il arrive qu'un film ou un livre soit bon malgré la plupart des critiques et malgré ce que finit par en penser, à force d'être intoxiqué, l'auteur lui-même. Sortez de Yann Moix si vous voulez bien, mais Bernard-Henri, le côté renvoi d'ascenseur, le côté... voilà, on cède, vous pouvez l'assumer et puis vous dire que voilà, c'est une façon de fonctionner et c'est pas un problème forcément en soi. Le renvoi d'ascenseur n'est pas une manière de fonctionner, non. L'amitié, c'est quelque chose, en effet, à quoi je tiens beaucoup, mais c'est pas le renvoi d'ascenseur. La fidélité, donc. La fidélité à mes amis, et en particulier à mes amis lorsqu'ils sont dans l'embarras, ou lorsqu'ils sont dans la détresse, ou lorsqu'ils ont été très hauts et qu'ils le sont moins. Et puis, deuxièmement, le système anti-BHL est tellement puissant... La volonté d'empêcher mes thèses d'être entendues peut être tellement forte qu'heureusement qu'il y a un petit glacis protecteur de quelques femmes et hommes qui ne sont pas mes copains, que parfois je ne connais pas, mais qui en effet suivent mon travail avec fidélité et avec sincérité. Une forme de cordon de sécurité autour de vous. Non, un glacis. Un glacis. Oui, pas un cordon. Ouais. Expliquez-moi quelque chose, Bernard-Henri. Comment vous expliquez cette différence entre votre médiatisation et puis, quand vous proposez une œuvre artistique hors de vos livres, ce manque de succès public? Hôtel Europe, par exemple, la pièce de théâtre, le film, là, Secret de Tobrouk, des choses marquantes pour vous, importantes. 2 présidents de la République se déplacent pour Hôtel Europe, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Ça ne rencontre pas le succès. Alors regardez, c'est un exemple intéressant. Hôtel Europe, pièce de théâtre au Théâtre de l'Atelier. Bien, elle démarre le 9 septembre. Comme souvent dans le théâtre privé, il n'y a pas de date de fin prévue. Parce que c'est comme ça, le théâtre privé, c'est du commerce. Et les gens se disent, les directeurs de théâtre, on verra bien jusqu'où ça ira. Le 20 octobre ou à la fin octobre, le Théâtre de l'Atelier dit on va arrêter le temps, on va arrêter le 20 novembre. Il décide d'arrêter, mettons, je n'ai pas les dates exactes, mais c'est à peu près ça. Vous n'allez pas me dire que c'est un succès. Attendez une seconde. À l'instant où le Théâtre de l'Atelier donne une date de fin, à savoir le 20 novembre, il y a un embrasement sur la toile qui part de 2 ou 3 sites. Le fameux système anti-BHL. Le système anti-BHL. Titre... Arrêt prématuré de la pièce de BHL. Mais prématuré par rapport à quoi? Je ne connaissais pas cet aspect de votre personnalité. Lequel? Une forme de déni. Mais il ne s'agit pas de déni. Là, je vous donne un exemple précis. Je vous répète que le jour où le Théâtre de l'Atelier donne enfin la date à laquelle Jacques Weber va pouvoir aller se reposer, la presse en tire-titre, la pièce de BHL s'arrête. Les gens qui avaient acheté leur place en avance viennent se faire rembourser. Sauf que la pièce continuait. Voilà ce que j'appelle le système anti-BHL. Oui. Le système. Pauvre BHL. Heureusement que BHL est aimé dans sa vie intime. Pauvre BHL, mais qui est aimé, très aimé. On parle du couple mythique, forcément. Alors, juste avant votre mariage avec Ariel Dombal, le jour d'avant, vous nous rappelez où vous êtes? Je suis à Sarajevo. Le pont aérien est rompu. Vous êtes à l'incapacité de vous rendre à votre propre mariage. Vous téléphonez à François Mitterrand, qui vous envoie l'avion présidentiel, et vous êtes à l'heure pour vous marier. C'est pas comme ça, non. Il y a tellement de légendes et de fausses rumeurs qui circulent sur mon compte. Ce qui est exact, c'est que dans les 8 jours qui précèdent mon mariage, Sarajevo vit une période particulièrement dramatique de son siège. Et le pont aérien est totalement interrompu. Voilà. Donc, pont aérien. Vous y arrivez comment à votre mariage, Bernard-Henri? J'y arrive avec un avion de l'ONU. C'est vrai que miraculeusement, voilà, on peut dire ça comme ça, miraculeusement, parce que je ne crois pas en Dieu, mais là, il m'arrive d'y croire. Vous ne croyez pas en Dieu? Non. Mais ce jour-là, j'y ai cru. Miraculeusement, le 18 juin 1993, le pont aérien a été rétabli l'espace d'un vol ou deux vers Toulon.
à partir de Sarajevo et j'ai profité d'un de ces vols. Voilà comment les choses se sont passées. Mais on ne m'a pas envoyé l'avion présidentiel. En tout cas, vous mariez avec Ariel. Oui. Ça donne un très beau mariage. Et ça donne surtout un grand bonheur. Il y a une part un peu irréelle quand on vous voit tous les deux, une sorte d'amour absolu, un peu une forme de roman photo presque. Hein. Un roman photo, oui, parce qu'aujourd'hui, il est difficile de vivre une vraie vie passionnée et intense sans que ça se transforme en roman photo. Bah oui, ça c'est vrai. Mais enfin, derrière la photo, il y a le roman. Et il y a la joie très intense de ce moment-là. J'ai été ce jour-là extrêmement heureux. J'ai tout de suite perçu quelque chose d'intense, profond, mais de désespéré chez Bernard Henry, nous dit Ariel. J'ai su que j'étais la seule figure féminine qui pouvait le sauver. Oui. Elle a dit ça où? À nous. À vous, oui. Bon. No comment. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que je vis auprès d'Ariel Dombal un coup de foudre permanent depuis maintenant bien des années. Ça, c'est vrai. Que vous n'hésitez pas à mettre en scène. Non. Dans ces images qui vont suivre, par exemple. Qu'est-ce qui fait que vous acceptez la caméra ce jour-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de la... Ce qui est important, c'est si, dans ce genre d'images, est-ce qu'il y a de la vérité ou non? Et là, il y a incontestablement de la vérité, et c'est ça le plus important. Alors, bravo Éric Dahan, parce qu'il a capté, là, un moment de vérité, oui, bien sûr. Quand, évidemment, on laisse les caméras filmer son couple, on s'attend à être paparazzier. On se souvient, on ne va pas faire long là-dessus, Bernard Henry, mais qu'on vous a découvert dans les magazines People au bras de quelqu'un d'autre. Ça, vous dites quoi? C'est le revers de la médaille. Il ne fallait pas que je mette le doigt dans la médiatisation, parce que je ne peux pas dénoncer, évidemment, qu'on vienne me pourchasser quand je vis autre chose. Je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne souhaite pas parler de tout ça. Ça me semble Ariel, elle en a parlé, hein. Elle a dit, elle a avoué à Paris Match avoir vécu une saison en enfer. Oui. Est-ce que vous regrettez d'avoir donné autant aux médias qui font qu'ils se croient autorisés à venir vous chercher ce que vous ne voulez pas leur donner? Je ne regrette rien, par principe, Marc-Olivier Fogiel. Non, mais c'est vrai. Oui, je veux bien vous never croire. explain, never complain, et ne pas regretter. Donc je ne regrette rien. Je ne suis pas un homme de regret. Ce qui a été. Alors on peut pleurnicher, on peut regretter l'époque des plumes sergent-major et des cahiers Clairefontaine. Ben voilà, c'est comme ça, on est à l'âge d'Internet. Et il faut faire avec, et il faut se battre avec ça. Comment vous voyez vieillir? Comment je me vois vieillir? Comme ça. C'est-à-dire? Là, comme aujourd'hui, là, je suis plus très jeune. Un peu de calme à 66 ans? Non. Dans les années qui viennent? Non. Vieillir, c'est quoi? Vieillir, ça veut dire sentir en soi la passion qui s'éteint. Ce sentiment-là, en tout cas, je ne l'ai encore pas ressenti. Voilà. Olivier Nora, là-dessus, toujours lui, vous voyez qu'il nous a beaucoup parlé, il dit le maître mot chez Bernard Henry, c'est le contrôle, d'où peut-être la hantise de ce qui échappe, le vieillissement, la maladie, la mort. Oui, mais chez qui est-ce que ça ne l'est pas? La question est de savoir si cette perspective de la mort vous ronge un peu par avance ou non. Dans ce corps à corps que chacun d'entre nous mène avec cette mort certaine, mais dont l'heure est incertaine, comme disaient les anciens. Le vrai problème, c'est est-ce que ce corps à corps-là vous paralyse ou non? Et est-ce que le temps venant, il vous paralyse un peu plus? Vous savez, quand vous vous retrouvez face à des massacres de masse comme on n'en avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale, l'idée de la mort de l'autre, mais l'idée de la mort de l'autre, c'est aussi votre mort propre. Elle vous est familière d'emblée. Donc pour moi, la mort, elle a été une compagne immédiate. Et je ne parle pas des proches, des amis, des êtres chers qui sont morts très, très, très tôt et que j'ai vu mourir. Est-ce qu'il n'y aurait pas une logique, pour conclure ou quasiment, à ce que vous mouriez sur un champ de bataille, en héros, quoi? J'espère bien. D'abord, héros, je ne suis pas un héros, je suis un témoin de l'héroïsme des autres. Et donc mourir en témoin de la mort des autres, hein.
Écoutez, je préfère. C'est pas mon sujet, c'est pas la question que je me pose moi. Question de quand je vais mourir, de comment je vais mourir et dans quelles circonstances. Franchement, ça n'est pas mon souci. Je n'y pense pas et je ne veux pas y penser. Pour terminer, toujours Olivier Nora, il nous a dit que vous avez un journal intime, que vous nourrissez chaque jour. Vous en êtes à plusieurs milliers de pages et vous ne savez pas vraiment ce que vous allez en faire. Et vous auriez même mis en place une sorte de mécanisme puissant, totalement romanesque, pour que tout disparaisse après votre mort. Oui. Enfin, j'écris tout cela parce que j'espère un jour avoir le temps et avoir le désir. Et pour l'instant, j'ai ni le désir ni le temps de reprendre tous ces événements-là qui me sont arrivés, toutes ces scènes que j'ai traversées, tous ces personnages que j'ai croisés, et en faire un livre. Voilà, j'espère avoir le désir et le temps de faire cela. Mais si vous n'avez pas le temps... Si d'aventure, je n'en avais pas le temps, c'est vrai que je ne souhaite pas que ce paquet de pages que je dicte depuis maintenant 35 ans à une femme qui s'appelle Joëlle Habert, qui est le témoin de ma vie. Je souhaite que ça soit détruit immédiatement, oui, bien sûr. Je ne veux pas que ça soit publié en l'état pour des tas de raisons. Un, parce qu'il y aurait trop de vivants qui n'auraient pas forcément envie que je raconte tout ce qu'il y a là. Mais deuxièmement, parce que ce n'est pas écrit. Comme je mets la littérature, l'écriture, l'art des mots presque au-dessus de l'art, au-dessus d'ailleurs de l'art de vivre, l'art des mots pour moi est plus important que l'art de vivre. Des mots jetés dans un répondeur téléphonique et retranscrits à la diable, cela ne mérite pas d'être lu par d'autres. Donc c'est vrai qu'Olivier Nora a raison, que j'ai mis au point petite usine à gaz, avec la complicité de quelques amis avocats et quelques amis tout court, qui d'ailleurs ne le savent pas, pour faire en sorte qu'ils soient certains que comme une capsule spatiale qui s'autodétruit, que ça s'autodétruise après moi. Voilà. Bernard Henry, on va débriefer très rapidement, on a beaucoup parlé. Hein. Allez, on y va. Trop, mon Dieu, trop. Pas du tout. Mais regardez les pauvres, elles trouvent que j'ai trop parlé. Vous trouvez que j'ai trop parlé? Oui, sûrement. Et vous, comment vous êtes trouvé, Bernard Henry? Mais vous savez, hier soir, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que je venais faire dans cette galère. Parce que je n'aime pas parler de moi. Vous avez cité Malraux tout à l'heure, le petit tas de secrets, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon fort. J'aime pas trop ça. Vous avez l'impression d'en avoir livré des secrets? Pas trop. Moins que vous ne croyez, peut-être, mais un peu. Un peu. Mais je n'aime pas. Je n'aime pas l'exercice de l'intime. Je crois vraiment que dans les moments importants de ma vie, en tout cas, j'essaie de passer après l'autre. Vous avez quand même senti qu'au fur et à mesure, la carapace lâchait quand même. Et que vous étiez vous-même confronté à certaines de vos contradictions. Attendez... Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Vous êtes un bon intervieweur? Oui. Non. Que vous pourriez être un bon psychanalyste? Oui. Que ce divan est un vrai divan? Pas tout à fait. Ce que je veux vous faire dire, c'est que finalement, vous êtes prêté à l'exercice et qu'à partir du moment où on ne vient pas vous chercher frontalement, vous dites plus de choses et la bienveillance vous va bien finalement, plus que l'agressivité. C'est vrai que la bienveillance vous va mieux à vous que l'agressivité d'autrefois. Non mais là, comme c'est de vous dont on parle, on sent chez vous quand même besoin régulier de contester, de riposter. Vous savez, il y a un des écrivains que j'admire le plus, s'appelle Georges Bataille. Et en 1934, je crois, il crée un groupe d'écrivains et un programme d'écrivains qui s'appelle Contre-Attaque. Voilà. Donc je crois que le rôle des écrivains, c'est de contre-attaquer aux attaques de la bêtise, aux attaques des formes diverses de la perversité humaine, et puis aux attaques qui lui sont portées à lui, l'écrivain. Un écrivain, c'est une cible. Mais c'est précisément, Bernard Henry, on va conclure là-dessus, on ne va pas refaire l'émission, mais c'est que j'ai certainement mal formulé les choses. J'adorerais refaire l'émission. Non, pas du tout, pas moi. Non, mais refaire l'émission. C'est-à-dire, je la referais autrement. Si ça pouvait être comme au cinéma, refaire la prise, il y a des tas de trucs que je ne vous dirais pas. Malgré une forme de bienveillance, vous sentez régulièrement le sentiment d'être une cible. Peut-être la cible, enfin vous savez, cela dit, soyons modestes. Hein. Pour l'instant, les vraies cibles,
c'est les dessinateurs et les journalistes de Charlie Hebdo, c'est le policier qui a été assassiné à terre par les frères Kouachi, c'est ça les cibles. C'est les juifs de l'hypercachère, voilà des cibles. On termine comme d'habitude. Vous complétez la phrase, Bernard-Henri Lévy, pour vivre heureux. Vivons intensément. Pour vivre heureux, vivons intensément. Merci Bernard-Henri Lévy. Merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice de l'intime. Merci beaucoup.